invité avec nous ce soir en plateau pour conclure cette semaine sur les marchés et revenir sur quelques-uns des événements qui ont marqué ces derniers jours. Nicolas Gottsman est avec nous, le responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Bonsoir et bienvenue Nicolas. Merci d'être là. Merci à Florent Delorme d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez M&G Investments. Oui, je pense qu'on peut se permettre de revenir quelques instants au moins sur les conclusions de la revue stratégique de la Banque Centrale Européenne, puisque c'est la première revue stratégique en 18 ans depuis 2003 pour la Banque Centrale Européenne. On a déjà vu les conclusions de la communication de la BCE hier, mais ça mérite peut-être d'y revenir encore cet après-midi. C'est vrai que c'est difficile de trouver des commentaires très enthousiastes à l'issue de cette revue stratégique de la Banque Centrale Européenne. Tout doit changer pour que rien ne change. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer les choses. D'ailleurs, je cite alors un des gérants obligataires d'M&G Investment, Wolfgang Bauer, qui écrit ce matin: la décision de la BCE de modifier sa définition de la stabilité des prix n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Puis après, comme il faut qu'il remplisse un petit peu quand même son commentaire, il écrit un ou deux paragraphes, mais c'est finalement très court. Et la première phrase résume déjà beaucoup de choses, en tout cas partagées par les observateurs et les commentateurs de marché. Pourquoi est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau, Florent ? Oui, alors en première analyse, effectivement, on peut se rallier à cette idée, parce qu'effectivement, pour dire les choses simplement, on nous annonce qu'on pourra désormais dépasser un peu les 2%, alors qu'avant l'inflation, puisque auparavant on soulignait plutôt qu'on pouvait être un peu sous les 2%, mais que 2% était quand même une limite un peu ferme. Là, on nous explique que des écarts au-dessus, pose la même difficulté que des écarts en dessous. Donc, effectivement, en apparence, on peut dire, bon, de quoi parle-t-on la cible... Qui ça intéresse ? La cible, ça reste 2%. On nous explique qu'on peut être temporairement un petit peu au-dessus de 2%. Ça ne va pas changer, globalement. La structure de la politique monétaire, et d'où le commentaire de mon collègue. Et puis, il y a un deuxième axe important quand même de la déclaration, c'est cette idée de verdir un peu la politique monétaire en prenant en compte une dimension climatique. Mais là aussi, il n'y a pas vraiment de précision, c'est juste une position de principe, sans qu'on connaisse le détail de la mise en œuvre d'une telle politique. Et ça amène effectivement des questions infinies. Donc, on reste là aussi un peu sur sa faim, d'où les commentaires qu'on trouve un peu partout, donc, y compris de mon collègue, pour dire, bon, finalement, à ce stade, on n'a pas grand-chose de plus à dire, ça n'intéresse pas grand monde. Alors, si je cherche quand même peut-être à élargir un peu l'horizon de l'analyse pour essayer de comprendre peut-être le sens du message qui est envoyé. Moi, j'ai le sentiment quand même que Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne posent quelques jalons pour l'avenir, mais de manière extrêmement progressive et nuancée. Parce que finalement, les deux idées qui sont exprimées, certes de manière infime, mais les deux idées, c'est quand même cette idée qu'on peut tolérer un peu plus d'inflation. Alors, ce stade, on va nous dire, oui, mais de quoi parle-t-on ? Mais bon, la tendance quand même, c'est de dire, pourquoi pas un peu plus d'inflation ? Ce qui a déjà été très vite circonscrit, hein. C'est-à-dire que un peu plus d'inflation de manière temporaire, si nécessaire, sur décision du Conseil des gouverneurs. Et tout de suite, ça a été précisé par Christine Lagarde hier, repris par Weidmann de la Bundesbank aujourd'hui. Le sujet, c'est pas du tout de compenser les 10 ans d'objectifs ratés en matière d'inflation. Pour que les choses soient claires, parce que évidemment, on va très vite rentrer dans le jeu de la comparaison avec la stratégie de la Fed versus la stratégie de la Banque Centrale Européenne. Dès le départ, les choses sont très claires, hein. L'idée qu'on peut tolérer un petit dépassement transitoire de l'inflation en zone euro, ça ne nous amène pas à jeu égal avec ce que pratique la Réserve fédérale américaine. Tout à fait, mais moi j'y vois quand même un pas vers ce type de stratégie. Donc ce qui est important, c'est la tendance qu'on donne, puisqu'il faut pratiquer la politique des petits pas vers ce qui serait quand même une révolution. Et même chose pour l'intégration d'objectifs climatiques dans cette politique, on y va modérément. Mais si je peux donc expliquer un peu plus ce que je veux dire, je note que nos économies font face à deux défis importants. Le premier, c'est la question de l'endettement généralisé de tous les agents économiques. Évidemment, la dette souveraine, mais également la dette corporate. Donc, ça, premier défi
pour lequel, à ce stade, on n'a pas trouvé de réponse. Et deuxième défi, c'est la transition énergétique et les enjeux climatiques. Je note que ces deux défis se retrouvent dans ce qu'on nous annonce, même si ça paraît, en première analyse, assez anecdotique. Alors pourquoi ça se retrouve ? Parce que sur la question de l'endettement, dont on ne sait pas trop comment on va s'en sortir, on sait que un des moyens pour faire disparaître ce stock d'endettement, ça serait un peu plus d'inflation. Et je pense que cette idée-là, elle est bien présente dans le monde économique, en particulier dans la sphère universitaire américaine, parce qu'on voit bien que toutes les nouvelles théories monétaires sur cette idée qu'on peut donc avoir recours à l'impression monétaire de manière extrêmement importante, toute cette nouvelle théorie monétaire qui vient de la sphère américaine, ça vise quand même, sans qu'on le dise très explicitement, à produire un peu plus d'inflation. Et pourquoi ça serait bien d'avoir un peu plus d'inflation ? C'est qu'il faut bien éroder le stock de dette. Éponger un peu. Éponger, et donc il faut des taux réels négatifs. Et un taux réel négatif, c'est à la fois un taux nominal faible et en même temps un peu plus d'inflation. Et il me semble que Christine Lagarde, qui vient de cette sphère intellectuelle américaine, comme Olivier Blanchard par exemple, Olivier Blanchard et Christine Lagarde sont les deux porteurs de ce discours américain dans le monde européen. Voilà. Moi je pense que l'idée qui vient de très loin, mais qui doit être annoncée progressivement, je comprends. C'est l'idée de dire, voilà, il va bien falloir combiner à la fois répression monétaire, c'est-à-dire des taux très bas, qui, si besoin est, passeront par un contrôle de la courbe des taux par les banques centrales, en utilisant le bilan des banques centrales. Et si en plus on a un peu plus d'inflation, vous commencez à éroder votre stock de dette. Donc il me semble que ce que je vois, moi, dans ce message-là, c'est de commencer à préparer les esprits sur cette idée de dire il peut y avoir un peu plus d'inflation. Mais donc on ouvre des portes. J'aime bien l'idée, on pose des jalons, c'est un petit signal de départ, mais vous dites c'est un cheminement qui prendra du temps, c'est la BCE, on pourra y revenir, pourquoi la BCE ne fonctionne pas comme la Fed, etc. Mais oui, il y a quand même cet aspect-là positif. Si la BCE n'avait pas envoyé ce signal-là, ça aurait été vraiment très décevant. Je dirais pas que c'est décevant, je dirais juste que c'est la voie que Christine Lagarde a choisie. Et elle s'appuie pour cela sur toute une réflexion qui vient des États-Unis. Mais c'est difficile en Europe, de mon point de vue, de dénoncer les choses aussi clairement que je le dis, parce que on a une culture allemande qui s'oppose à ce genre de stratégie. Donc on voit mal les représentants allemands adhérer comme ça rapidement à cette idée de dire mais pourquoi pas un peu plus d'inflation, mais en réalité il n'y a pas d'autre solution pour résorber. En tout cas c'est un levier extrêmement fort. Donc les représentants allemands, comme d'habitude, rechignent, font semblant d'hésiter, mais tout en acceptant quand même le petit pas en avant. Oui, c'est à l'unanimité que la revue stratégique a été conclue. Il y a eu quelques concessions, on leur dit ok, on va dorénavant intégrer dans l'inflation de manière différente la hausse de l'immobilier. Donc les Allemands se disent ok, du coup on aura des chiffres d'inflation un peu plus élevés, ce qui viendra compenser peut-être cette mesure qui tolère un peu plus d'inflation, puisqu'on touchera plus vite le 2% en intégrant différemment les prix de l'immobilier. Mais encore là, il faudra avoir des détails sur comment on va intégrer ces prix de l'immobilier. Donc je pense que la difficulté en Europe, c'est l'orthodoxie allemande qui est toujours dans les esprits. Et donc il y a une nécessité pour Christine Lagarde, qui représente une école de pensée différente, d'avancer différemment, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions, hormis cette idée qui reste très théorique par les infrastructures, faire de la relance qui produira tellement de croissance que les dettes se rembourseront par la croissance. Mais ça serait bien quand même qu'on ait un peu d'inflation à côté. Puis je termine sur la deuxième idée, et je laisse mon collègue s'exprimer lui aussi. La deuxième idée, c'est on intègre la dimension climatique. Donc là, effectivement, deuxième grand défi de nos économies. Et une des seules solutions pour organiser cette transition qui sera quand même dans les faits extrêmement difficile à réaliser, parce que les modes de vie occidentaux vont pas pouvoir être reconfigurés comme ça facilement. Il y aura forcément une résistance dans les populations, y compris chez ceux qui se déclarent très favorables à ça, mais qui, dans les faits, ont parfois des comportements très contradictoires et tout en étant extrêmement favorables à une transition énergétique, vont quand même prendre un avion pour faire 10 000 km et aller passer des vacances en Asie. Donc on a tous des contradictions. Et cette transition énergétique-là, elle ne pourra se faire que par une contrainte financière extrêmement forte. C'est-à-dire qu'il faut que tous les modes de financement assèchent complètement
les activités humaines qui sont à l'encontre de cette transition énergétique. Et donc ça passe effectivement par un pilotage très fin des financements de la Banque centrale, qui donc va arrêter de faire des quantitative easing en achetant de la dette corporate d'entreprises qui ne sont pas dans le bon sens en matière de transition énergétique. Ça passe par un encadrement des banques, où on va de plus en plus noter les banques en faveur de celles qui pratiquent une éradication des financements dits suspects dans le nouveau modèle qu'on veut imposer pour faire face à ce défi climatique, il faut reconnaître, assez titanesque. Et puis enfin, ça passe par l'industrie de l'asset management, où on voit bien que depuis 1 an et demi, la pression est de plus en plus forte pour que nous, dans nos métiers, on réoriente là aussi les flux d'investissement. Et tout ça, derrière, c'est la Banque centrale, en fait, qui va... D'accord, la Banque centrale trouve pleinement son rôle dans cette architecture que vous décrivez et qui concerne la sphère financière. Exactement, notamment. Parce qu'il y a deux manières d'organiser une transition aussi difficile à faire. C'est soit effectivement, vous légiférez, vous contraignez, et auquel cas, vous heurtez quand même potentiellement à de la contestation, ou soit vous asséchez les financements. C'est plus discret, mais ça produit les mêmes effets. Donc, pour conclure, en apparence, ça paraît anecdotique parce que c'est 2 petits pas, mais il me semble qu'on est quand même sur 2 jalons énormes qui sont posés. Comment on règle le problème de la dette en autorisant un peu plus d'inflation, et comment on fait cette transition énergétique en orientant les flux financiers vers quelque chose de différent. Et en ce sens, ça peut constituer du coup un événement important. Ah oui, je trouve que votre manière de présenter les choses est assez faire au regard justement des contraintes inhérentes à la Banque Centrale Européenne, la construction européenne incomplète, etc. Vous dites finalement, au regard des contraintes qui existent autour de la BCE, ce qu'elle a produit, c'est assez optimal. Je ne sais pas si c'est le mot, mais ce sont des avancées réelles. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un peu d'inflation et effectivement une contrainte très forte sur les financements. Simplement, c'est difficile à dire brutalement comme ça. Donc il faut poser des jalons. Et Christine Lagarde, sur la question climatique, par exemple, pose des jalons depuis 3 ans, quand elle était au FMI. On sent que elle veut que ce soit le marqueur de son mandat à la BCE. Elle disait qu'il faut verdir les politiques monétaires. Elle est arrivée à la BCE, elle a fait plusieurs interventions sur ce thème-là. Maintenant, elle l'inscrit dans les actes. Donc tout ça vient de très loin, c'est pensé, et ça me semble cohérent avec les seules solutions qui sont à notre disposition pour résoudre ces 2 défis fondamentaux. Bon, Nicolas, tous les commentaires évidemment sont attendus. Alors il y a plein de sujets évidemment derrière ce travail de la Banque Centrale Européenne. Bon, je vous connais suffisamment pour savoir que vous êtes sans doute un peu déçu, peut-être même beaucoup de la production de la BCE à l'issue de cette revue stratégique. Mais déjà on en discutait avant de commencer l'émission, peut-être pour être fair aussi dans l'analyse qu'on fait de ce travail. Le fait même que ce travail, que cette revue stratégique ait pu être produite par la Banque Centrale Européenne, c'est déjà quelque chose de bien. Alors, le fait que ça ait été initié, c'était intéressant. Et donc, ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, le résultat, ça, c'est encore autre chose, on va y venir. Mais le fait que ça ait été initié, effectivement, quand Christine Lagarde est arrivée, je pense que 2 mois après son arrivée, elle a annoncé, elle a déclenché effectivement l'ouverture de ce processus de revue de politique monétaire. Ce qui était intéressant, c'est que d'autres banques centrales l'avaient fait avant elle, notamment le Canada, et notamment donc, ce qui avait été entamé aussi aux États-Unis dès la fin de l'année 2018, et qui avait été entamé notamment par l'arrivée de Richard Clarida au sein de la Réserve fédérale des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi les banques centrales en fait, avaient initié ce processus à ce moment-là. Et là, en fait, le constat, il est le même en Europe et aux États-Unis. C'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à la grande récession, tout le monde s'est rendu compte que le niveau de croissance qu'on avait atteint après la reprise de la grande récession était insatisfaisant pour tout le monde. Et donc, on a commencé cette revue-là. Et donc, les États-Unis, eux, en fait, si je prends le plus haut de 2008, donc le premier trimestre 2008 jusqu'à la fin 2019, c'est-à-dire avant la crise de la pandémie, enfin, on a à peu près 23% de croissance aux États-Unis. En Europe, on a eu 8,9% de croissance pendant cette même période-là. Donc en fait, on voit qu'il y a effectivement un ralentissement. Les États-Unis se posent des questions alors qu'ils ont une croissance qui est quand même beaucoup plus importante que la nôtre. Et nous également, on se pose ces questions-là. Le processus de revue aux États-Unis, en fait, a abouti à une conclusion qui est assez simple, c'est que finalement, en fait, ils avaient mis en place, on va dire, dès 2012, mais en fait, c'était déjà le cas implicitement avant, une méthode qui s'appelle donc le inflation targeting pour leur banque centrale. Donc on va viser effectivement une cible d'inflation à 2%. Et en fait, ils se sont rendus compte que, en fait,
pour un processus de reprise, cette méthode-là n'est pas du tout adaptée. Et du coup, en fait, ils ont réussi, simplement à se dire qu'en fait, il fallait changer de méthode parce que celle-là, lors d'un processus de reprise, n'est pas satisfaisante et vous donne en tout cas des résultats qui sont incomplets et insatisfaisants. Du coup, en fait, ils ont changé leur mandat et ils ont créé un mandat donc, qui s'appelle le Flexible Average Inflation Targeting, qui est en fait un mandat hybride qui prend deux mandats différents. C'est-à-dire, on a un mandat qui s'appelle donc Price Level Targeting, qui est de court terme, qui cherche en fait à pousser la reprise de façon maximale pour la période de reprise. Et une fois qu'on a récupéré tout ce qu'on a perdu pendant cette crise-là, une fois qu'on a réussi à compenser tout ce qui a été perdu en termes de croissance, en termes d'emploi, on revient à un régime normal, de régime de croisière. Donc très bien. Voilà. La Banque Centrale Européenne est confrontée aux mêmes problématiques. Le problème, c'est qu'elle a encore une fois fait moins de 40% que ce qu'avait fait en termes de croissance les États-Unis. Ouais. Donc elle souffrait beaucoup plus fortement de cette situation-là que les États-Unis. Et elle a choisi, en fait, non pas d'arrêter le mandat d'inflation targeting qui était plus restrictif déjà que celui de la Fed, mais l'a confirmé hier en disant, en fait, on va continuer avec le régime d'inflation targeting. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on avait avant un mandat qui était donc ce qu'on appelait donc inférieur mais proche de 2%, ce qui veut dire implicitement qui était de 1,8%. Aujourd'hui, on passe explicitement à 2%, donc il y a une toute petite marge de manœuvre. Effectivement, comme vous l'avez dit avant, comme on va ajouter une petite dose d'inflation dedans qui vient de l'immobilier, en fait, on va retrouver, c'est calculé entre 0,10 et 0,30, on va retrouver le même niveau de 2%. Donc, factuellement, en fait, c'est quasiment aucun changement. Inchangé. Si on considère, allez pas trop vite Nicolas, oui. Mais si on considère en intégrant donc le coût implicite des loyers, notamment le prix de l'immobilier que paieraient les propriétaires qui occupent leur loyer, donc ce sont des mesures qui sont très compliquées, c'est un vrai casse-tête pour les forecasters, pour les économistes, mais on est capable de faire ce travail rétrospectif. Vous dites c'est un dixième, c'est 0,1 point d'inflation en plus, 0,1, 0,2 points d'inflation en plus. Selon les mesures de la BCE elle-même, c'est quasiment zéro. Si je prends les estimations de Goldman Sachs, c'est entre 0,10 et 0,30 selon la méthode. La méthode qui est appliquée, c'est celle de l'acquisition nette. Celle-ci, elle est estimée à peu près à 0,20 points aujourd'hui, actuellement. Donc, on retrouverait les 2%. Donc, c'est ça, voilà. Si la cible, c'était un 8, la cible implicite de la BCE, c'était un 8. Si on rajoute ces 0,2 points, voilà, pour faire une moyenne, on arrive à 2%. Et donc, vous neutralisez l'ensemble. Ouais. Et donc, voilà, vous arrivez à ça. Et ce qui est, je trouve, assez fabuleux quand même, c'est que la notion de symétrie qui est annoncée depuis 2016 par Mario Draghi par la BCE a été répétée et confirmée à plusieurs reprises là, et en fait je pense que tout le but de la BCE c'était justement d'insister sur cette notion de symétrie, de dire que quand l'inflation est plus basse que 2%, ils vont réagir aussi fortement que quand elle est plus haute que 2%. Et dans le même temps, dans le communiqué, ils annoncent qu'ils n'accepteraient qu'une inflation plus haute par rapport à 2% que légèrement et transitoire. C'est-à-dire qu'ils indiquent explicitement dans le mandat qu'en fait c'est tout à fait asymétrique comme approche. Il ne parle pas du cas d'une inflation qui serait plus basse. Qui serait inférieure. Parce qu'en même temps, c'est ce qu'on vit depuis la création de la Banque Centrale Européenne. En fait, on confirme implicitement qu'en fait, l'inflation va être plus basse que 2% et qu'on pourrait éventuellement tolérer une inflation plus forte que 2%, mais seulement de façon transitoire et asymétrique. Et d'ailleurs, on le voit suite à l'annonce, s'il y avait eu une réaction du marché, elle aurait dû donc du coup intégrer le fait qu'il y avait une inflation qui était peut-être plus forte attendue au sein de la zone euro. Le marché aurait dit non, il n'y a pas de réaction. Parce que la BCE n'est pas crédible dans son annonce, justement parce qu'elle affiche une symétrie qu'elle dégomme elle-même dans son mandat, dans sa déclaration hier. Et ce que je trouve encore plus, et là ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle prend en plus un risque qui est assez important, c'est qu'elle a donc une réunion qui est prévue dans quelques jours, et que dans cette réunion-là, elle a annoncé que, pour le moment, les anticipations de la BCE, c'est 1,4% d'inflation pour 2023. Donc le mandat de la BCE, c'est une inflation à moyen terme à 2%. Donc, logiquement, selon son nouveau mandat d'asymétrie, elle devrait assouplir sa politique monétaire pour retrouver les 2%, mais ce qu'elle ne fera pas. Non. Et donc, à la prochaine réunion de la BCE, déjà, le nouveau mandat ne sera déjà plus crédible auprès du marché financier. Est-ce que c'est... Non, mais bon, c'est intéressant, hein. Est-ce que c'est le début d'une histoire, comme disait Florent ? Est-ce qu'on est quand même en train de poser des jalons parce qu'on sait comment ça fonctionne ? Il y a... ce qui est écrit, le mandat, la revue stratégique, les conclusions telles qu'elles sont énoncées dans les communiqués de la Banque Centrale Européenne, il y a toujours un peu de place pour l'interprétation. Est-ce que dans l'exercice pratique de la nouvelle fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne, est-ce qu'il y a quand même un peu de place pour que la politique monétaire soit conduite à terme
différemment? Je pense que ça, c'est surtout une question d'homme. De toute façon, mercredi, lorsqu'on a eu les premières informations sur le nouveau mandat de la BCE, Peter Pratt en discutait et indiquait effectivement... Ancien chef économiste de la Banque Centrale Européenne. Chef économiste, voilà, et en parlait auprès de Bloomberg en disant qu'effectivement, une décision de politique monétaire se prend à la majorité, mais une décision de révision stratégique se prend à l'unanimité. Oui. Donc on a 25 personnes autour de la table, et en fait, ce dont on se rend compte, parce que là, je pense que c'est assez flagrant, c'est que quand je regarde le processus de la revue de politique monétaire américaine et que je vois la quantité de papiers qui ont été produits, la demande aussi auprès du monde académique qui a produit énormément de papiers, de recherche et qui allait très loin dans cette recherche-là, et quand je vois ce qui a été produit par la BCE et les discours qui ont été prononcés, franchement, il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. Et ce qui est assez triste, c'est de se dire que finalement, ce qui s'est passé mardi soir dans le conseil de la BCE, c'est surtout une transaction qui a eu lieu entre quelques pays et non pas une discussion sur quel est vraiment l'avenir économique de cette zone euro. Et que stratégiquement, en fait, on avait justement avec ce processus de revue, on avait l'occasion de réfléchir à ce que pouvait être l'orientation macroéconomique européenne. Ça n'a pas été le cas, ça a été une transaction qui a été faite et entre les différents membres. Effectivement, on peut dire qu'il y a une petite avancée et je pense qu'effectivement, de toute façon, on va avoir une pression qui va être des États-Unis, mais surtout du monde académique, et parce que le temps de l'austérité est un petit peu passé, que les idées maintenant ont un peu évolué et que cette pression-là, elle va s'exercer dans le temps. Peut-être que l'Europe n'était pas prête, mais cela dit, il a déjà pris une décennie de retard. Et là, quand je regarde les estimations qui sont faites soit par la Commission européenne, soit par le CBO aux États-Unis, on arrive à prévision entre 2020 et 2022, 2,4% de croissance totale pour la zone euro. On est à 8,1% aux États-Unis, 1,7% pour la France. Et malgré ce décalage qui est gigantesque, c'est-à-dire qu'on ne fait même pas 30% du résultat américain, on choisit d'en faire moins du côté de la revue que les États-Unis. Oui, je comprends. C'est vraiment, on va dire, il y a un décalage. Pour vous, il y a une incohérence. Il y a une incohérence totale et surtout, on est en train de, encore une fois, on a perdu une décennie, on s'apprête à en perdre une deuxième si on n'en fait pas davantage pour sauver la reprise européenne. Ce qui est fabuleux dans cette histoire-là, c'est quand même de se dire, on ouvre une revue de politique monétaire dont le résultat devrait être clairement de cibler la problématique qui est posée par le régime d'inflation targeting qui ne permet pas une reprise suffisante. On se prend la pire crise depuis 1945, depuis ce moment-là, c'est-à-dire que la revue a été ouverte avant, et on choisit de ne rien faire, alors qu'on sait très bien que ce régime-là a conduit à la décennie perdue de l'année précédente, enfin de la décennie précédente. Ouais. Bon, je comprends que la BCE va pas assez full-in, selon vous, Nicolas, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, est-ce que par exemple, cette nouvelle stratégie, cette nouvelle fonction de réaction de la BCE, est-ce que ça permet d'être certain qu'on évitera à l'avenir des erreurs de politique monétaire telles que la hausse de taux de 2008 ou encore la hausse de taux de 2011. Il y a les 3 points positifs, c'est celui-ci, c'est en gros les erreurs qui ont été commises en 2008 et 2011, a priori, théoriquement, ne pourront pas être reproduites. Déjà, ça, c'est déjà une première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'il a été indiqué, ça c'était à mon avis, pour moi c'était une surprise, c'est que le processus de revue va être remis sur la table pour l'année 2025, c'est-à-dire que comme la Fed, c'est-à-dire que la Fed avait déjà annoncé également qu'il le remettrait sur la table, et que là en fait on sait qu'on est en fait dans une en fait, le processus des inflationnistes qu'on a initié dans les années 80, on a changé, on est en train de partir sur une autre vague. On va très très lentement en Europe, ils vont un peu plus vite aux États-Unis. Sans doute que, et quand on voit ce qui se passe au sein de la Fed elle-même, on sait que les économistes de la Fed visent, avant je parlais de la décomposition entre le price level targeting et le inflation targeting, on a fait quelque chose de transitoire et d'hybride pour le moment. Sans doute qu'à l'avenir, on ira directement vers le price level targeting complet aux États-Unis, et sans doute que ça va être progressif, ça va être sans doute le cas également. On ciblera le niveau des prix. On ciblera le niveau, enfin l'indice des prix avec une progression de 2% à prévoir dans le temps, soit ça, soit sur le PIB nominal. Donc on verra l'un ou l'autre, mais ça sera donc des mandats qui seront beaucoup plus agressifs, qui nous permettront d'avoir plus de croissance, plus d'emplois, donc tant mieux. Et voilà, sauf que dans ce processus-là, apparemment, et c'est beaucoup plus difficile en Europe. Évidemment, c'est pas la culture monétaire européenne, enfin ça, s'il y en a une. Et voilà, donc ça sera plus lent, malheureusement. Bon. On a fait le tour à peu près, je crois, en deux parties avec Florent Delorme, Nicolas Gottsman. Je voulais qu'on parle un peu des marchés, peut-être aussi, Florent, parce que la semaine, au-delà de l'événement Banque Centrale Européenne, a été un peu chaotique, là, enfin en tout cas sur les 2 derniers jours. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut extraire déjà quelque chose de ce très court terme de marché, sachant qu'il y a quand même aussi des tendances depuis plusieurs semaines, 2 mois maintenant, de rechute des taux longs américains, notamment, retombé à 1,25% hier, le 10 ans allemand qui dans le sillage retombe sous moins de 30 points de base, c'est ce qu'on a vu également ces dernières heures. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quand même des enseignements à tirer de ces signaux de marché, et si oui, lesquels? Un certain nombre d'acteurs de marché s'interrogent
quand même sur le scénario économique, il y a deux questions. La première question, effectivement, c'est la résurgence d'un variant Delta. Lambda, Epsilon, enfin oui. Qu'il pourrait, parce que les populations ne sont pas complètement vaccinées, rapidement provoquer à nouveau de la distanciation sociale, des confinements partiels et donc à nouveau des pertes d'activité. Donc je pense que le marché avait un peu perdu de vue cette hypothèse parce que c'est vrai que les vaccinations ayant beaucoup progressé pendant la première moitié de l'année, l'idée s'était formée que on sortait définitivement de cette épidémie, sauf qu'effectivement les vaccinations marquant un palier, il y a toujours une fraction significative de la population qui peut, si elle est touchée par le nouveau virus, saturer assez vite les services hospitaliers et donc nécessiter, comme c'est déjà le cas depuis quelques jours dans certains pays, la remise en place de mesures de distanciation sociale, le reconfinement. Donc quand on regarde un peu les chiffres comme vous le faites avec le prisme financier de l'investisseur, vous dites oui, c'est quand même un risque sanitaire sérieux, toujours, qui remonte. C'est pas juste un narratif de marché ou un storytelling qu'on se raconte pour expliquer a posteriori, ex post, ce qui se passe sur les marchés. Non, Non, je pense que la question quand même revient. Elle s'est pas devenue le thème central, mais ça revient hanter un peu les opérateurs. Et puis, je dirais la deuxième question qui vient à nouveau attirer l'attention, c'est quand même la question de la nature de la reprise économique. Parce que, bon, à ce stade, ces dernières semaines, il y avait plutôt un climat un peu d'euphorie sur les chiffres de croissance, effectivement, pour l'année 2021 un peu partout, qui forcément sont spectaculaires, vu qu'on a des effets de base très favorables, et qu'après les creux qu'on a connus, on a des croissances très, très fortes, anticipées un peu partout, en tout cas en Europe, aux États-Unis pour 2021, et le marché, disons, restait un peu focalisé sur ces chiffres-là. Mais même cette dimension-là, elle peut être questionnée, parce que si je prends le cas de la France, par exemple, vous prenez le dernier rapport de l'INSEE qui a été publié récemment, il est assez enthousiaste en disant, voilà, la France va connaître une croissance importante en 2021, donc là c'est sans prendre en compte des hypothèses de retour de confinement. Et puis on nous dit, dans le même rapport, donc on retrouvera fin 2021 un rythme de production qui sera celui qu'on avait fin 2019. Le niveau de PIB du quatrième trimestre 2019. Voilà, et cette phrase-là, elle passe un peu inaperçue, mais en réalité, elle pose quand même problème. Dans la mesure où on regarde cette croissance, on dit c'est super, il y a beaucoup de croissance. Mais enfin, le fait est que on retrouve seulement fin 2021 un régime de croisière qui prévalait en 2019. En soi, cette information-là, elle interpelle quand même. Parce qu'après, on a quoi à partir de 2022 on se pose la question de quelle est donc la croissance potentielle, la croissance structurelle. Et là, on revient sur les sujets qui viennent d'être évoqués. Très faible croissance structurelle en zone euro, qui est liée à la fois, effectivement, à une certaine réticence culturelle, notamment allemande, à user de la politique monétaire pour stimuler au mieux la croissance, mais qui est aussi liée à des déficits structurels de l'organisation productive dans la zone euro. Parce que pour avoir une croissance potentielle, il faut certes une politique monétaire adaptée, mais il faut aussi une organisation sociale qui soit productive. Et on sait que de ce point de vue-là, les États-Unis sont aussi un peu en avance. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois une politique monétaire un peu plus agressive et plus accommodante, plus tournée vers la croissance, et puis en même temps une organisation du travail qui stimule un peu plus l'innovation et la productivité. Donc en Europe, on ne voit pas comment on va pouvoir dès 2022, au-delà des questions de politique monétaire, résoudre les questions fondamentales qu'on se pose depuis 30 ans sur le manque de productivité et de croissance potentielle en Europe. Donc de toute façon, très vite, cette question-là va revenir en avant. La croissance potentielle en sortie de crise, elle sera encore plus faible que celle qu'on avait avant la crise et sur laquelle on s'interrogeait déjà beaucoup. Tous les débats de la séquence 2017-2019, c'était comment est-ce qu'on fait pour renforcer la croissance potentielle dans la zone euro. Et à l'époque, déjà, on évoquait des plans de relance
via les infrastructures notamment, ou de manière générale le financement de l'innovation, de la recherche. Donc là, on voit que la crise sanitaire a permis de débloquer assez rapidement cette thématique, mais ça ne va pas produire d'effet sous 12 mois. Et donc, ça veut dire quoi? On a les marchés, en tout cas, ont déjà consommé tous les effets positifs de la reprise et sont déjà revenus dans les perspectives qui prévalent toujours sur le moyen terme, dès 2022, vous le dites, croissance médiocre, faible inflation, etc. Les marchés sont déjà revenus à cette histoire-là. Je dirais pas, puisque le thème... On a déjà fait un cycle, quoi. Le thème qui prédomine encore, c'est on va repartir en fanfare. C'est encore ça, quand même, la thématique dominante. D'accord. On voit bien qu'aujourd'hui, on récupère ce qu'on a perdu hier, mais je dis juste que cette idée que j'essaye de développer, que de toute façon, on retrouvera à peine les niveaux de pré-crise en 2021 et qu'ensuite, on retombe encore avec ces problématiques de croissance structurelle faible, ce sujet-là que jusqu'à présent, le marché veut mettre de côté, il reviendra forcément sur la table. Et actuellement, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre, ce n'est pas ce dont on a envie de parler, et qui plus est, les banques centrales, par leur discours de soutien important, effacent un petit peu les discours macroéconomiques. En réalité, le sujet qu'on regarde le plus, c'est les liquidités qui inondent les marchés. La macroéconomie est passée un peu en retrait, mais elle reviendra forcément sur le devant de la scène, parce que ce réel-là ne peut pas complètement être évincé. Et donc, ce que je vois hier, c'est un début de questionnement autour de cette question. Ce n'est pas encore un thème qui s'impose, mais c'est forcément un thème, il me semble, qui finira par s'imposer au cours du second semestre. Bon. Alors, la zone euro, évidemment, encore une fois, on ne va pas refaire la comparaison zone euro-États-Unis, mais cette question, mais c'est intéressant, Nicolas. On parlait que d'inflation, de risque de surchauffe il y a encore quelques semaines à peine. Maintenant, c'est boum, on revient, inquiétude sur la croissance. Quelle sera la croissance demain, dans les prochains mois? C'est un sujet même pour les États-Unis, ça, aujourd'hui, parce que ce qui a guidé quand même la baisse des taux, ça reste les taux américains. Les taux européens n'ont fait que suivre le mouvement des taux américains. Je parle sous votre contrôle. Ouais, non, mais c'est ce on avait parlé la dernière fois. Oui. Le virage, il a eu lieu le 12 mai. Le 12 mai, on a eu... c'est une date pour vous, vous n'en sentez pas. Le 12 mai, il faut le rappeler, c'est la publication du CPI, donc l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril, toujours décalé, qui est le premier gros chiffre. Voilà, c'est la première surprise. En fait, c'est la surprise à la hausse des chiffres de l'inflation. Et à partir de là, en fait, je pense qu'il y a eu tout simplement ce qui s'est mis en place, c'est une défiance du marché à l'égard de la volonté de la Fed, effectivement, d'accepter une inflation qui soit supérieure à un niveau de 2%, de façon assez durable. Manifestement, quand on a eu ensuite la réunion de la Fed, plus les déclarations des uns et des autres, on a vu qu'il y avait effectivement une réticence. Et quand on a vu les minutes qui ont été publiées mercredi, même chose. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait une réticence par certains gouverneurs, notamment on va dire des provinces aux États-Unis, qui ont commencé effectivement à avoir un discours qui était un peu plus orienté sur attention, l'inflation est un peu trop élevée, ça ne va pas aller. Or, toutes ces personnes ont signé le nouveau mandat en août dernier et ils devraient justement avoir une cohérence et montrer au marché qu'ils souhaitent voir effectivement le nouveau mandat se réaliser comme il l'était, et donc laisser l'inflation filer au-dessus du niveau de 2% de façon assez large, même, enfin, c'est pas très grave. Or, c'était pas tout à fait le narratif, parce que ce qu'on avait vu, en fait, depuis le début de l'année, les anticipations d'inflation, effectivement, étaient assez faibles, et il y avait beaucoup de gens qui doutaient sur la capacité, notamment, et du budget et de la monétaire, de revenir avec une inflation qui soit supérieure à 2%. Ouais. Assez rapidement, on est revenu avec des chiffres très importants. Maintenant, on est à 5%. Donc, effectivement, on voit que, d'une part, la politique monétaire et budgétaire est tout à fait capable, effectivement, de relancer l'inflation. On l'a, effectivement, pour des problèmes d'offres également. Donc, elle en est capable. Et du coup, on a commencé à avoir donc, une réaction du marché par rapport à ça. Et en fait, ce qui me semble problématique aujourd'hui, c'est que la Fed, au lieu de dire, écoutez, l'inflation est élevée, très bien, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Ouais. Et voilà, commence à avoir un effet, on va dire, de mettre quelque part en arrière. Mais elle a le même problème de crédibilité que la BCE, alors vous êtes en train de nous dire, Nicolas, la Fed. Exactement. Et en fait, ce qui m'inquiète là-dedans, et là, je pense que c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, les gouverneurs importants aux États-Unis, c'est John Williams de New York, qui lui, on va dire, a plutôt été bon, on va dire, dans sa communication après. Il a plutôt été rassurant en disant que le nouveau mandat ne change pas, il n'y a pas de problème. Powell a plutôt été bon aussi sur ce côté-là. Et il y en a deux qui manquent, c'est Lael Brainard, qui devrait être un peu plus, pousser un peu plus, et elle n'a pas parlé depuis le dernier FOMC. Et surtout, Richard Clarida, qui a mené la revue, qui n'a pas parlé depuis ce moment-là. Ce
qui est sont les membres du directoire de la Fed, c'est ça, c'est pas les Fed régionales, enfin mis à part New York, mais qui est une Fed particulière. Et qui sont les 4 les plus puissants, et notamment dans toute la période de crise de l'année dernière, ils étaient tous les 4 ensemble, c'est eux qui ont vraiment fait la politique monétaire américaine. Et donc lui n'a pas parlé, et ce qui est assez surprenant, parce qu'encore une fois, c'est lui qui a quasiment conçu cette revue-là, et ce qui me semble, ce qui à mon avis me semble important, c'est que Clarida en fait finit son mandat en janvier de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il lui reste seulement 6 mois là maintenant, donc il va devoir s'exprimer, il va sans doute s'exprimer, mais que la question de son remplacement va commencer à se poser, que ça pose un problème effectivement, parce que théoriquement, au niveau théorique, c'était sans doute le plus avancé au sein du board. Maintenant, il y a Christopher Waller qui est arrivé, qui va également apporter quelque chose, une touche technique dans ce board-là, mais la question de ce remplacement va donc se poser. Or, ce qui se passe en ce moment, c'est que d'abord, il pouvait y avoir un doute des équipes de Biden sur le fait de remplacer Powell ou pas. Je pense que maintenant, j'ose espérer qu'ils vont vouloir confirmer Powell, sauf que si on confirme Powell, qui est considéré comme républicain, il va falloir trouver d'autres personnes pour remplacer les deux sièges qui vont remplacer. Donc il y a Quarles qui va sauter, qui lui s'occupe de la régulation bancaire. Lui, ça sera en octobre. C'est pas forcément important. Et évidemment, l'équipe Biden va prendre quelqu'un qui va souhaiter beaucoup plus réguler le monde bancaire que le souhaitait Quarles auparavant. Mais surtout, on a le remplacement de Clarida. Et là, ça va devenir vraiment très important. Il ne faut pas se tromper dans le casting. Et sans doute que comme ils vont garder Powell, comme il y a une pression aussi de la démocrate sur le parti, ils vont vouloir trouver une femme. Et donc, a priori, il y a plusieurs profils qui peuvent sortir. Notamment, c'est les membres du CEA. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui seraient parfaites pour le rôle. Mais il faut trouver quelqu'un de suffisamment agressif pour pouvoir remplacer Clarida, pour pouvoir justement continuer cette question de réorientation de la politique américaine. Je souris, mais c'est clé, vous l'avez dit. Et ce sont aussi des histoires d'hommes et de rapports de force entre personnes humaines au sein de ces conseils. C'est même essentiel. C'est même essentiel. Il y a quelque chose qui est fondamental là-dedans, c'est de se rendre compte, par exemple, sur la reprise américaine lors de la grande récession, Bernanke souhaitait aller plus loin dès 2008, sauf qu'il a été plutôt contraint par un board qui était plus conservateur que lui. Et en fait, lui a fait une carrière académique. Il n'avait pas, en fait, je pense, les facultés, on va dire, sociales ou personnelles, il va convaincre les autres. Et en fait, Bernanke a pris un coach tout l'été 2012 et il s'est fait coacher et il a réussi à convaincre. Et à sortir en septembre 2012, il nous a sorti le QE3 et il était content. Et ça y est, ils ont réussi à faire quelque chose simplement parce qu'il a réussi à convaincre les autres. Et voilà, donc c'est effectivement essentiel. C'était une des grandes forces de Mario Draghi, qui était un peu brutal parfois en la matière pour imposer l'agenda, imposer des décisions au Conseil. Mais ça me rappelle la période de remplacement justement du trio de la BCE à l'époque, Draghi, Pratt et Curé. Voilà. Ça a été un moment important aussi pour la BCE. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas, est-ce qu'on dit un petit mot de la Chine quand même, Florent? Parce que tiens, on parle de banque centrale. La banque centrale chinoise, visiblement, se prépare à rentrer en action. C'est-à-dire que l'économie chinoise est en phase de normalisation, mais commence peut-être à donner de tels signes d'essoufflement que la Banque centrale chinoise, qui a rien fait pendant la crise, quasiment, est peut-être sur le point d'assouplir un petit peu certaines conditions monétaires, notamment à destination des banques, pour lâcher un peu de crédit. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un signal intéressant là, derrière ce mouvement de la Banque centrale chinoise? Il me semble que ça illustre en partie ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire quand on revient à la normale, passer le redémarrage, on retrouve les problèmes qu'on avait avant, c'est-à-dire des économies dans leur ensemble obligées de s'endetter toujours plus, de stimuler toujours plus, parce qu'il y a un problème du rendement de la dette, au sens pour $1 de dette mis sur la table, j'ai combien de croissance? Et on sait que depuis plusieurs décennies, il y a un rapport entre la dette qu'on met sur la table et la croissance qu'on obtient qui est de plus en plus faible. Et c'est ça le problème un peu structurel de l'économie mondiale, c'est ce déficit de productivité, cette nécessité de mettre toujours plus de dette pour avoir un peu de croissance. Et là, donc la Chine a de l'avance sur l'Europe et les États-Unis, puisqu'elle a redémarré très très vite, très fort. Elle a mangé son pain blanc. Là maintenant, elle retombe dans un cycle un peu plus normal, d'ailleurs perturbé effectivement par la hausse des matières premières notamment. Et donc là, on retrouve les problèmes. Et donc, il faut restimuler à nouveau, ce qui montre que la crise sanitaire, non seulement a ajouté des problèmes, puisqu'on sort avec un endettement titanesque. Si je prends par exemple le cas de la France, la dette totale supplémentaire pour l'ensemble des agents économiques, dette souveraine privée et publique, c'est 50% du PIB. Voilà ce qu'on a ajouté. Juste dans le cas de la France, il y a tout dans le monde, c'est entre 25 et 40% en moyenne. Donc on a les mêmes problèmes qu'avant, mais avec en plus ce surcroît de dette. Et on va recommencer à essayer de stimuler. Mais le vrai enjeu, c'est effectivement, est-ce qu'on ne peut pas stimuler cette fois-ci
en optimisant au maximum la croissance en sortie. Et donc, c'est toutes ces thématiques sur innovation, infrastructure, éducation et autres, parce qu'il faut sortir de ce cercle où on investit beaucoup pour peu de résultats. Il faut continuer à investir, mais il faut du résultat à la sortie. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ces sujets de marché autour des banques centrales. On en aura beaucoup parlé encore aujourd'hui dans le sillage de les annonces de la Banque centrale européenne cette semaine. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de discours de membres de la Réserve fédérale américaine et Jérôme Powell, pour ceux qui s'y intéressent, qui sera convoqué devant le Congrès comme tous les 6 mois pour témoigner devant la Chambre des représentants, puis le Sénat. Merci beaucoup, messieurs. Florent Delorme qui était avec nous, stratégiste chez M&G Investments, et Nicolas Gossman, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité.